parcours, il est assez classique, on va dire. J'ai fait le conservatoire très jeune, donc, mais en musique classique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des départements de jazz comme aujourd'hui. À un moment donné, j'ai bifurqué vers le jazz. J'ai eu une petite période, on va dire, de transgression. J'ai fait beaucoup de guitare électrique, plutôt dans des groupes de rock. Et puis une fois le bac passé, là, je me suis vraiment investi plutôt dans le jazz. Et j'ai toujours appris dans les conservatoires et en dehors du conservatoire. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, même quand on passait les diplômes et tout. Je m'étais toujours dit que ce qu'il y a en dehors des conservatoires est peut-être aussi important, voire plus. Donc j'ai toujours fait un parcours comme ça. Donc voilà, je viens du CRR d'Aubervilliers en classique. J'ai fait le jazz conservatoire à Paris dans le 9e et à l'ENM de Montreuil. Et puis j'ai fait de la musicologie. En fait, voilà, je suis diplômé en musicologie, donc j'ai toute cette culture. Enfin, j'étais un grand fan de musique contemporaine et toute cette culture, voilà, d'écriture, d'orchestration et même la culture électronique, je l'ai vraiment poussée du fait d'avoir découvert, voilà, l'IRCAM et toutes ces choses-là, quoi. Bah, l'idée, elle est venue à partir du moment où Radio France a commencé à faire sa mue et accepter d'avoir plus en son sein les musiques d'aujourd'hui, qu'on appelle urbaines. Il y a eu un nouveau directeur à la tête de Move qui a fait sa transition rock à rap. Et à ce moment-là, c'est cette rencontre avec Bruno Laforestry en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça peut être délirant. Et il y a eu cette idée du hip-hop symphonique. Et c'est vrai qu'à titre personnel, étant diplômé de conservatoire classique, mais ayant fait une première vie dans le jazz, écoutant cette musique, à l'époque j'avais dit à Bruno, mais si tu veux vraiment qu'on le fasse, moi j'y vais, je fonce, on le fait de A à Z et l'affaire est pliée, quoi. Et il m'a dit chiche, on y va et on est parti, quoi. Ah, déjà, premièrement, on travaille pour une radio, donc il y a le choix éditorial de la radio. Donc je travaille dans ce cadre-là. Après, sur la première année, il fallait être un peu stratégique. Et je revendique cet aspect stratégique. Maintenant, 4 ans se sont écoulés, je peux le dire. C'est-à-dire qu'on arrivait avec un projet sur une musique qui est très peu diffusée médiatiquement, sur une musique qui a parfois aussi une très mauvaise image. On entendra beaucoup de gens dire que le rap, c'est pas de la musique. Et tout d'un coup, on convoquait l'un des plus grands orchestres de ce pays à jouer cette musique-là, qui déjà ne jouait pas, et il ne jouait même pas les autres musiques populaires. Donc on a eu une logique sur la première édition d'être patrimonial. C'est-à-dire, même si on commençait, c'est-à-dire 4 ans, c'est-à-dire là, on commençait à arriver à cette époque où ce qu'on vit aujourd'hui, où le rap est vraiment d'une richesse incroyable, on a vraiment misé voilà, sur des rappeurs, ou j'ai envie de dire du plus ancien, alors pas plus jeune, parce que les nouvelles générations ne les connaissent pas forcément, c'est ça qui est assez marrant dans la période actuelle. Mais voilà, on est arrivé avec des gens et des artistes aussi importants qu'MC Solar, Ayam, Youssoupha sur la première édition. Alors j'avais voulu quand même sur la première édition dire on peut pas afficher quelque chose de très hip-hop sans avoir quand même une fenêtre dans ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on sentait voilà qu'on allait voir le bouillonnement et la richesse qu'on a aujourd'hui. Et donc il y a Big Flo Oli sur la première édition qui était là avant même la sortie de leur premier album. Il faut quand même se rendre compte que ce projet d'un orchestre symphonique d'excellence comme le Fila, The Ice Cream et des rappeurs, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le monde. C'est-à-dire que quand j'avais commencé le hip-hop symphonique, j'avais un peu benchmarké, comme disent nos amis industriels, ce qui était déjà fait. Et si on prend l'exemple de Kanye, il y avait un exemple que j'avais bien aimé de Kanye West à Londres, ça restait toujours un orchestre à cordes exclusivement avec DJ. Et ce qui se rapproche le plus de nous, c'est ce que j'avais vu de Jay-Z avec les Roots, mais on reste toujours avec quand même un DJ en présent. Là, on est sur du 100% musicien. Donc il y a aussi un savoir-faire qu'il faut installer, une manière d'écrire, une manière de répéter. Il fallait devenir aussi voilà, très, très très bon dans cette histoire et d'être en lien avec le rap d'aujourd'hui qui a changé, qui est plus écrit. On n'est plus dans la culture du sample. Maintenant, ce qu'ils appellent les beatmakers, les producers composent.
Donc il faut aussi, moi je veux pas dénaturer le hip-hop en les mettant avec un orchestre. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc il faut aussi musicalement qu'on retrouve l'énergie, le mood. Donc maintenant on est dans une capacité voilà, de pouvoir jouer de la trap comme pouvoir jouer de la musique, du rap un peu plus ancien. Donc c'est vrai on est en train d'acquérir d'année après année une certaine liberté musicale qui est assez kiffante en tout cas à titre personnel. J'avais dès le début marqué l'idée que je ne ferais pas les orchestrations tout seul, qu'il fallait au moins être deux et prendre le temps là-dessus. Donc le processus, il est assez simple, c'est que à partir du moment où on choisit les artistes, je me mets en accord sur les titres avec les artistes. On a une longue discussion parce que choisir les titres, c'est pas prendre forcément ceux qu'on aime le mieux. Il faut aussi et surtout prendre ceux qui sonnent le mieux avec orchestre. Donc la première phase, je fais tout un travail, j'ai envie de dire, je dispatche ce qui était dans le morceau original je commence à faire un premier dispatch sur l'ensemble de l'orchestre, voilà. Donc je commence à mettre les premières bases. Il y a parfois, il faut dire, parce que je vais sans citer des noms, mais on est en France, donc le rap français est moins riche que le rap américain, donc je mets des petits coups de crayon, d'écriture, de réarrangement assez souvent. Je clean parfois des samples quand j'ai des samples qui sont parfois pas de même tonalité ou qui fonctionneraient pas avec des accords, donc je fais ce ménage-là aussi. Une fois que ce ménage est fait, ça part du côté de chez Camille. Et chez Camille, elle recline un petit peu voilà, ce qui est en fait, on va dire, la maquette, on va dire la maquette d'orchestration de départ. Et elle me refait un aller-retour. Et là, on rentre dans cette phase qu'on appelle tous les deux la phase de ping-pong, où tous les deux, ah, t'as vu ça? Ah non, mais ça, ah non, mais reprends ça. Ah non, ah oui, mais si t'as pensé à cette idée-là, oui, mais ça va pas aller. Et ça, c'est une phase qui est assez amusante parce que on devient tous les deux des gros maniaques du détail. Et puis, il y a aussi. On s'alerte mutuellement sur certaines choses. Elle va plus m'alerter sur le fait, ah attends, donner ça à un musicien du symphonique, c'est moins agréable ou c'est moins intéressant. Et moi, inversement, je l'alerte aussi sur, on va pas pouvoir faire ça parce que le flow du rappeur à ce moment-là, on va un peu le polluer, voilà. Quand cette phase de ping-pong elle se termine, au moment où tous les deux on se dit, bon bah ça a l'air d'aller.